C'est bon. Oui, c'est magique. Voilà. Bon, j'espère que ce soit vrai. C'est un peu vite, mais quand même, elle est sur cette voie. Parce que le sujet que je dois traiter, c'est sur le modèle égyptien, dans la maîtrise de l'islamisme et la lutte antiterroriste. Vaste sujet. Ça me paraît un peu prétentieux dans les circonstances actuelles que vit actuellement l'Égypte après l'ouragan du mal nommé printemps arabe qui a soufflé sur la terre des pharaons, entre autres, et qui a failli mettre à terre le multimillénaire État égyptien. C'est l'État le plus ancien au monde, peut-être avec l'État mésopotamien. Y a-t-il eu d'abord un modèle égyptien en la matière? Y a-t-il également aujourd'hui une réelle maîtrise de ce fléau avec son corollaire, le terrorisme, avec tout ce qu'on entend chaque jour comme attentat? Sans remonter loin dans l'histoire, Napoléon Bonaparte, dans son entreprise de conquérir l'Égypte, n'avait-il pas été tenté par l'utilisation de l'islam politique pour mieux y parvenir à cette conquête? Comment ne pas rappeler ces phrases tirées de son journal de Sainte-Hélène où il prétend, je cite, « Je suis, moi, musulman unitaire, et je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir un régime uniforme fondé sur les principes du Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. » En se présentant comme tel, fin de citation, en se présentant comme tel, Napoléon aura été parmi les premiers occidentaux à avoir voulu instrumentaliser l'islam à des fins strictement politiques. Parmi ses illustres successeurs, signalons Laurence d'Arabie, envoyé par le service de Sa Majesté auprès du shérif Hussein de la Mecque pour ameuter les Arabes contre les Ottomans, ou Sir John Philby, lui aussi dépêché par les mêmes services britanniques auprès d'Ibn Saoud, l'ennemi mortel du shérif de la Mecque. Tous ces aventuriers, la liste est longue, étaient en fait au service du projet colonial européen d'abord, américain ensuite. Le point commun entre tous ceux que le grand penseur américano-palestinien Edward Said réduisait au statut d'orientaliste était leur promotion d'une certaine conception de l'islam, je dirais de l'islamisme, par opposition aux idées naissantes d'États-nations en Orient, particulièrement avec l'unification de l'Égypte et de la Grande Syrie, sous la conduite de Mohamed Ali, le maître de l'Égypte à l'époque. Cette expérience pionnière sera, faut-il le rappeler, combattue et défaite militairement par l'Europe, y compris par la France, qui se présentait pourtant comme l'allié de Mohamed Ali. En fait, l'Europe tenait à l'époque à maintenir l'Empire ottoman dans son état d'homme malade de l'Orient, dans l'attente de se partager ses dépouilles le moment venu. Ce sera fait avec la fin de la Première Guerre mondiale. Ce rappel historique, parce qu'il faut bien le préciser, m'a semblé indispensable pour aborder notre sujet. Secouée et réveillée par l'expédition Bonaparte, l'Égypte, plutôt que de se barricader derrière une pseudo-identité islamiste, réagit en essayant de s'ouvrir sur les idées modernistes occidentales et en adoptant un islam des Lumières. Ce sera le lieu de Nahda, rappelons-le. Elle sera d'ailleurs le fer de lance du combat contre le wahhabisme, né à cette époque au cœur de la péninsule arabique. Un islam politique né en 1745 et plusieurs fois réduit par l'armée égyptienne, agissant au nom du sultan ottoman. Le coup de grâce fut donné en 1818 par l'armée d'Ibrahim Pacha, le fils du fondateur de la monarchie égyptienne, Mohamed Ali, qui investit la capitale du premier État wahhabite saoudien, Dar'aya, où s'étaient retranchés les éléments les plus fermement attachés au wahhabisme. La chute de cet État, qui semait la désolation dans la péninsule arabique, en Irak, en Syrie, fut à l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui,
fut accueilli par une explosion de joie au Caire, à Istanbul et à Téhéran. Donc c'est déjà à ce moment. L'émir Abdallah ibn Saoud, fils du fondateur de l'éphémère État saoudien, et ses principaux lieutenants wahhabites furent capturés, emmenés à Istanbul, où le premier eut la tête coupée devant la mosquée Hagia Sophia, anciennement basilique Sainte-Sophie. Leurs cadavres seront promenés dans la ville pendant 3 jours, puis jetés à la mer. Les dirigeants de l'État saoudien ressuscités de ces cendres, grâce notamment au soutien anglo-saxon, et ça c'est au début du XXe siècle, les Saoudiens n'ont jamais pardonné à l'Égypte cet affront, c'est-à-dire d'avoir liquidé le premier État saoudien. Et le roi d'Arabie Salman, en visite d'État en Égypte en avril dernier, a soigneusement évité que son cortège ne traverse la place de l'Opéra où trône la statue du généralissime égyptien Ibrahim Pacha. On dirait qu'on a même couvert cette statue. Tout cela pour dire à quel point l'État égyptien, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à la mort de Nasser en 1970, avait bien été un rempart contre l'islamisme radical, venu de l'extérieur, puis particulièrement contre les frères musulmans, au profit d'un État national, qu'il soit monarchique, nationaliste, socialiste ou libéral. Dans tous les cas de figure, l'armée a toujours constitué le ciment de cet État national. Les frères musulmans, nés en Égypte en 1928, s'étaient dès le départ opposés à l'État national, cherchant à ressusciter un système califal aboli quelques années plus tôt par Atatürk. Ils se présentaient à l'époque, contrairement au mouvement wahhabite, comme un courant d'apparence plus modéré et plus anticolonial. En fait, bien que d'apparence antagoniste, les deux courants de l'islamisme radical, wahhabites et frères musulmans, se nourrissent l'un de l'autre. La plupart des dirigeants islamistes radicaux d'Al-Qaïda et de Daesh ont été à un moment ou à un autre de leur parcours membres des frères musulmans, comme c'est le cas de l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, le successeur de Ben Laden. L'Arabie saoudite, bien que méfiante à l'égard de ce courant, l'a souvent utilisé pour déstabiliser des régimes jugés trop séculiers. L'interconnexion de ces deux courants, que tout prédestinait à s'entretuer, n'aura pas été possible sans le triomphe du nasserisme en Égypte, courant nationaliste pan-arabe, socialisant et séculier, perçu par les deux courants comme une menace existentielle. Contrairement au fondateur des frères musulmans Hassan al-Banna, assassiné en février 1949 par les services égyptiens, ses successeurs, conduits par leur idéologue Sayyid Qutb, ont pratiquement rejoint le wahhabisme. Qutb décrète que les musulmans ont tourné le dos à l'islam parce qu'ils n'en appliquent plus les principes, qu'ils sont ainsi retournés à l'état d'ignorance, jahiliya, caractérisant l'Arabie avant l'arrivée du prophète et l'expansion du message de l'islam. Comme fondateur du wahhabisme, comme le fondateur du wahhabisme et les théoriciens d'Al-Qaïda et de Daesh, Qutb excommunie de facto tous les musulmans qui s'écartent des préceptes de l'islam originel tels que définis par le théologien radical Ibn Taymiyyah. Il conseille même aux enfants de rompre avec leurs parents si ceux-ci sont dans le péché, ce qui va à l'encontre de la tradition et des pratiques de l'islam populaire. C'est exactement ce que font aujourd'hui les daéchistes en Irak, en Syrie et partout où ils essaiment. Sentant le danger que les frères musulmans représentaient pour l'Égypte et le monde arabo-musulman, Nasser les combat sans relâche. Qutb est pendu en 1966 pour atteinte à la sécurité de l'État et la plupart des dirigeants qui ont échappé à la répression se réfugient en Arabie saoudite et dans certains pays du Golfe. À la mort de Nasser, son successeur Anwar Sadat, à la recherche d'un contrepoids face au courant nationaliste, les libère et les courtise. À tort, c'est l'un des leurs qui l'assassinera le 6 octobre 1981, après son voyage de Jérusalem occupé et la signature du traité de paix séparé avec Israël. Depuis, l'Égypte est gangrenée par
ces deux branches de l'islamisme armé générateur du terrorisme internationaliste, que ce soit les frères musulmans ou les ramifications de Daesh dans le Sinaï et un peu partout. Si le monde arabo-musulman a été au départ leur champ de manœuvre exclusif, c'est dans l'ensemble du monde, y compris occidental, c'est l'ensemble du monde qui est devenu leur terre de prosélytisme à partir des années 70. Pétrole d'Oral aidant. Les deux guerres américaines contre l'Irak, 1991 et 2003, suivies de la vague de mal nommé printemps arabe, en grande partie manipulée par les frères musulmans et ouvertement soutenue par l'Occident, ont redynamisé ces mouvements et les ont propulsés vers de nouveaux pays, au Sahel, en Afrique occidentale et orientale. Dès 1993, ils frappent le continent africain, Somalie, Égypte, Libye, Algérie, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, avant d'essaimer un peu partout après l'effondrement de la Libye sous les coups de l'OTAN et de certaines monarchies du Golfe. La gestion de l'islam politique par Sadat et Moubarak fut calamiteuse. D'abord en les instrumentalisant contre leurs adversaires nassériens et progressistes et en se soumettant inconditionnellement au dictat américain. Ensuite, en hésitant à les purger du système éducatif et législatif. Enfin, en faisant avec eux un deal implicite, à nous le pouvoir et l'économie, à vous la société. Finalement, ils ont failli gagner les deux grâce au tsunami printanier qui a soufflé sur le monde arabe en emportant plusieurs régimes tunisiens, libyens, égyptiens, yéménites et syriens. Et la Syrie pas encore. Les frères musulmans, surpris par ce tsunami, finiront par se rattraper et faire mainmise sur l'État égyptien. Heureusement, leur expérience n'a duré qu'une année. En 12 mois de présidence Morsi, ils ont dilapidé tout le capital qu'ils avaient patiemment fait fructifier depuis 1928. Ils ont tout perdu en une année de pouvoir. J'ai encore quelques minutes, non? La chute de Mohamed Morsi et des frères musulmans... non, ça y est, c'est bon. J'ai deux feuillets, deux petits feuillets. La chute de Mohamed Morsi et des frères musulmans, le 3 juillet 2013, a certes été directement causée par l'intervention de l'armée, comme le ressassent les médias d'Occident. En réalité, elle fut l'aboutissement de la révolte quasi unanime d'une population excédée par un an de gestion calamiteuse et autoritaire de la confrérie. Depuis des mois, les protestations agitaient le pays, etc., etc. Je vais résumer. Lorsque le 30 juin 2013, la marée humaine de millions d'Égyptiens, aux mains nues, exigea la démission de Morsi, elle appela l'armée, c'est elle qui l'appela l'armée, à son secours. 3 jours plus tard, elle arrêtait le président, d'où les propos de son commandant en chef, le général Abdel Fattah Sisi. Nous sommes intervenus pour éviter une guerre civile. Depuis l'élection de Abdel Fattah Sisi à la magistrature suprême, et face à l'étendue des dégâts provoqués par le passage, certes éphémère mais ravageur des frères musulmans, la priorité était de reconstruire l'État, les services et l'armée pour mieux mener la bataille contre le terrorisme. D'où le tout sécuritaire qui semble prévaloir actuellement avec son cortège de victimes collatérales issues de la société civile et des milieux qui avaient pourtant contribué à la défaite des frères musulmans. Parallèlement à cette politique éradicatrice qui risque de se retourner à la longue contre ses initiateurs, le nouveau régime multiplie ses alliances régionales et internationales, même si certaines d'entre elles apparaissent aujourd'hui comme antinomiques. Mais ce n'est pas suffisant tant qu'un travail en profondeur n'est pas engagé. Cela concerne d'abord le système éducatif, juridique et social. À ce jour, ce travail n'est pas encore entamé, ce qui donne des arguments à ces détracteurs, souvent basés à l'étranger et aidés médiatiquement par la Turquie et le Qatar, et leurs ramifications en Occident, où certains milieux dirigeants continuent malheureusement à promouvoir, au nom de la démocratie et des droits de l'homme, et en dépit des ravages que le printemps arabe continue à provoquer,
un certain islam politique. Finalement, pour relever les redoutables défis qui se poseront à l'Égypte, à court et à moyen terme, les nouveaux dirigeants doivent avant tout compter sur le peuple égyptien lui-même, qui a montré plusieurs fois et massivement la voie du salut. Orabi Bacha en 1879, Saad Zaghloul en 1919, Gamal Abdel Nasser en 1952 et le 30 juin 2013 où le peuple a pu chasser les frères musulmans. Opposé au projet rétrograde de l'intégrisme et finançant l'élargissement du canal de Suez, ce peuple invite à rejeter les dictats étrangers et à établir des alliances internes et externes en fonction de ses intérêts nationaux afin de recréer les conditions de retour de l'Égypte sur la scène régionale et de retrouver son rôle de leader dans le monde arabe qu'elle avait déserté depuis la signature du traité de Camp David. Je vous remercie.